Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Merci à Amadou Sow qui réalise cette émission du côté de la radio, du côté de la régie, Vladimir Poutine, Alaï Sidibé, Mafata Sano, Mamoudou Kondé et toute l'équipe bien grande qui se bat donc comme de beaux diables, ces jeunes, pour que vous puissiez nous regarder à la télévision, mais aussi pour nous écouter à la radio. Merci à tous de votre fidélité. Merci à nos sites partenaires, guinénews.org qui relaie cette émission, mais aussi Guinée 114, il y a Sola Media également qui relaie cette émission sur Facebook. Merci à tous de votre fidélité. Ce 25 février, les victimes de Kaporora, équipe de Dimes, ont entamé la commémoration de l'an 2 de la démolition de leurs habitations. Aujourd'hui, le domaine fait l'objet d'occupation alors que les victimes attendent toujours justice. À la Cour de justice de la CEDEAO, la procédure est freinée depuis l'apparition du Covid-19. Le drame de Kaporora, il faut le rappeler, a affecté 1203 familles qui ont perdu 1769 bâtiments. En plus, 12 mosquées et 2 églises ont été détruites, sans oublier les 13 établissements scolaires qui ont été touchés. Si tout va bien, nous allons essayer de comprendre avec Elhaj Bachir Bari, il est le porte-parole du collectif des victimes. Nous parlerons également culture dans les grandes gueules. La nuit de la Guinée, c'est ce 26 février au chapiteau de Chef Issa. Au menu, exposition d'art, défilé de mode sur fond de textile guinéen, sculpture et prestations d'artistes. Le 27 février, demain donc, ce sera sur l'esplanade du Palais du Peuple avec plus de 100 artistes. La nuit de la Guinée donc est un festival qui aura lieu chaque année désormais, une sorte de plateforme pour mettre en valeur la Guinée, les artistes et notre culture. Si tout va bien, nous essaierons de comprendre avec Oudi Premier qui est artiste, chanteur, compositeur, mais aussi mannequin. On va essayer de comprendre avec lui si tout va bien dans un instant. Vous le savez, vous êtes également prioritaire dans cette émission par rapport à vos messages que nous allons essayer de lire. Nous partons avec ce premier message qui nous est parvenu. Bonjour la Djadia et à toute l'équipe. Moi, c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. Pour une fois, je suis d'accord avec Antoine. Je pense qu'il faille respecter les mesures à tous les niveaux. Mais suspendre les spectacles est une mauvaise décision, selon donc Saïdou Yaouki. Nous partons avec Aboubakar Bigop Kaba qui nous écrit également. On va essayer de lire son message, mais quand les messages tombent en même temps, c'est compliqué. Aboubakar Bigop Kaba. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a pas de boîte de nuit, plus que les marchés. Comment la distanciation sociale serait observée dans un marché comme Madina et une fois encore avec la pléthore des étudiants dans les universités publiques, notamment à Sonfonia où d'autres ne trouvent même pas de la place pour s'asseoir, et comment vont-ils faire pour respecter la distanciation sociale? Les mesures doivent tenir compte de la réalité mais aussi du contexte. Très bon vendredi à tous. Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoyait donc ce message. Nous partons avec Poulotoro de l'Insan qui nous écrit également. On va essayer de lire son message. Bonjour Djadia et à toute l'équipe, c'est Poulotoro de l'Insan. Pour la première fois, je suis d'accord avec Antoine Kourma. Cette mesure est excessive, sinon les autorités doivent bien entendu autoriser les concerts en imposant le respect strict des mesures sanitaires. C'est à port obligatoire des masques et le lavage des mains. Bonne journée à vous. Nous partons avec cet autre qui nous écrit. Cette fois, c'est Alpha Moussaya Makadjabi. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Le président ne devrait pas s'arrêter sur le simple limosage de ce directeur de l'aviation. Cet homme mérite une poursuite judiciaire de l'État ou de tous les passagers qui se sont retrouvés dans ces moments difficiles ces derniers temps. Le président doit ordonner son arrestation immédiate et le traduire donc devant les juridictions selon Alpha Moussaya Makadjabi.
Voilà, cet autre message qui vient de tomber. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. C'est Sinani donc qui nous écrit. À toute l'équipe, GG dire les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Cela s'explique dans un autre contexte positif, dans le bon sens. Je souhaite que le chef de l'État soit très très sévère contre des cadres qui ont de mauvaises habitudes dans l'administration guinéenne. Ensemble, respectons les mesures sanitaires contre la Covid-19. Bonne prière de vendredi à tous, il le dit Sinani. Nous partons avec Maki Dar es Salaam. Bonjour, non Antoine, l'UFDG a bel et bien présenté la preuve de... Bon, je pense que ça c'est un ancien message parce qu'on n'a pas parlé de l'UFDG ce matin. Abou Poutine de Banco. Antoine, pour une question de santé publique, aucune mesure n'est excessive pour sauver des vies. Madame Hiro, c'est beau de critiquer, mais la citoyenneté commence par le respect des lois, car l'exemple de votre média facilitera l'adhésion des peuples. Nous partons sur le 657 39 13 13. Bonjour, c'est IB. Je suis d'avis avec Antoine. Comment laisser les grands marchés et interdire les concerts et dédicaces? Le PRAC doit comprendre que c'est des concerts que les artistes gagnent un peu et arrivent à subvenir à leurs besoins. Maki Premier, bonjour. Comment les étudiants peuvent respecter la distanciation sociale? Ils posent la question. Pendant les élections, ils ont fait semblant que le Covid est parti. À bas l'instrumentalisation politique du Covid qu'ils commencent par interdire les assemblées générales du RPG. Maki Premier de Dar es Salaam, donc, qui envoie ce message. Bonjour, c'est Alpha Omar Adolphe depuis Dar es Salaam. Je pense que l'État est responsable de tout ce qui se passe en ce moment par rapport à cette pandémie. Ils n'ont aucune mesure de prévention. C'est dommage vraiment. Le sankariste donc qui nous écrit également sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, c'est Intime Gabi, l'enfant de Kourou. Finalement, les politiques peuvent voyager librement sans souci de shopping de leur passeport par ce monsieur de la navigation. Je vous souhaite un agréable vendredi. Bonjour Madame Hiro, bonjour à toute l'équipe des GG. Moi c'est Adama Kamara depuis Taouya. Aujourd'hui, il faut se dire que la décision du président est incompatible avec la réalité du quotidien des citoyens. Les mesures sont excessives et pour cela, l'État devrait prendre des mesures d'accompagnement avant de prendre de telles mesures. Et donc, encore une fois, cette intervention du président me déçoit. Franchement, je suis d'accord avec Antoine qui a beaucoup d'alliés aujourd'hui. Bonjour les GG, dites au gouvernement que la vie, c'est comme un jeu de dames. Il faut savoir pousser les pions pour être couronné où était Corona quand le président voulait le pouvoir, signé donc par Doumbouya. Bonjour les grandes gueules, quand même l'État doit revoir notre situation ici à Somponia car la capacité d'accueil a dépassé et donc dépassé il veut dire pourquoi nous sommes là en sardine. Il s'interroge, ça doit être un étudiant qui nous envoie donc ce message. Salut les GG, Antoine a raison, le PRAC ne tient pas compte de la souffrance de la population. C'est Sekou Kamara donc qui nous envoie ce message. Deux derniers donc pour finir. Bonjour les grandes gueules, en ce qui concerne le relâchement, la responsabilité est de part et d'autre, il dit. Au fait, ce que j'ai compris en Guinée, quelle que soit la décision prise, elle n'aboutit jamais. C'est Hakim depuis Cancan qui nous écrit. Nous partons avec ce dernier message. Certainement, nous aurons les tweets vers la fin avec Poutine. Bonjour Yadia et à toute l'équipe des GG. Dire que les Guinéens n'ont pas honte, je pense qu'on a déjà lu ce message. On va continuer donc avec les autres sujets. Antoine Kourouma. On en vient à cette signature entre le ministère des Transports et justement par rapport à ce BOT, par rapport à l'immatriculation biométrique des véhicules. Ce qui est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui vont souvent au Kadak du côté de Koleya. Vous allez constater qu'il y a un bâtiment flambant neuf qui est sorti de sous terre pour les plaques d'immatriculation et autres. On a vu en son temps Bakar Silla qui était assez engagé pour apporter un changement positif dans le domaine des transports. Il a annoncé la biométrisation des permis de conduire. Il a annoncé beaucoup de choses par rapport à des innovations dans le domaine des transports. Ici, aujourd'hui, on apprend qu'il y a cette signature de convention entre l'État guinéen et cette société brésilienne. Je me dis que c'est une bonne nouvelle parce qu'enfin, on va assister à la sécurisation
de nos documents, surtout de ces permis de conduire. Et tout à l'heure, on aura l'intervention du représentant de cette société en Guinée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour nous. Pour ceux qui constatent l'état dans lequel se trouvent parfois les permis de conduire guinéens, c'est vrai, il faut le dire clairement, beaucoup obtiennent le permis sans que ça ne passe dans des procédures régulières. Vous allez voir que les permis parfois sont dans des états assez pathétiques. Lorsque vous les prenez, c'est un dépliant généralement, qu'on est contraint de plastifier, on met dans des pochettes pour se promener avec. Et lorsque vous sortez du pays avec ce type de permis, souvent, ailleurs on pense souvent que c'est des permis qui ont été acquis sous la base de négociations ou en tout cas sans que ça ne soit passé dans une auto-école. Et donc, je me dis avec ces permis biométriques qui sont parfois assez petits, comme des cartes d'identité, ce serait intéressant de professionnaliser la chose et de changer carrément les façons de faire. Et donc, je me dis, c'est une bonne nouvelle, mais la grosse question, c'est que vont devenir les plaques d'immatriculation. On parle justement de ces plaques d'immatriculation. Antoine, on a d'ailleurs M. Moussa Djoumessi au bout du fil. Les grandes gueules. Bonjour, M. Djoumessi. Oui, bonjour la grande équipe des grandes gueules. Voilà. Allez-y, Antoine. Monsieur Djoumessi, vous êtes le représentant de cette société brésilienne en Guinée. Nous apprenons qu'on va bientôt assister à la biométrisation des plaques d'immatriculation en Guinée. Dites-nous à quoi cela va consister. Oui, d'entrée de jeu, permettez-moi de rectifier un peu la nuance. Vous avez déjà une première société qui est bénéficiaire, n'est-ce pas, du projet de réimmatriculation des véhicules à la République de Guinée, qui n'est pas la société brésilienne. La société brésilienne a un projet, a un BOT relatif à l'émission des permis de conduire biométriques sécurisés à la République de Guinée. Donc, en fait, moi, je suis le représentant de la société brésilienne Thomas Gregg Afrique de l'Ouest, qui est la filiale de la société mère Thomas Gregg & Son du Brésil. Donc, actuellement, le BOT est signé effectivement entre la Guinée et ce partenaire depuis le 14 septembre 2020. Donc, c'est vous dire en réalité que cela s'inscrit également dans le cadre de la politique de modernisation, n'est-ce pas, des systèmes de transport en République de Guinée. Et donc, Monsieur Djoumessi, comment ça va se passer? Ce sera comment désormais? On sait que le parc automobile guinéen est assez bien fourni. Ça va se passer comment désormais? Est-ce qu'on va changer toutes les plaques de matriculation? Par quoi vous allez procéder? Ouais, Antoine, s'il te plaît, il faut dire encore une fois de plus, je reviens là-dessus, les plaques d'immatriculation ne sont pas dans le même cadre que ce n'est pas les mêmes projets. Il s'agit des permis de conduire, justement. Comment cela devrait concrètement se passer sur le terrain? Non, comment ça va se passer? Vous avez une convention qui a été signée entre la Guinée et le partenaire. Vous avez un cahier de charges qui a été élaboré à propos. Il y a un programme d'exécution. Mais si vous voulez, en quelque sorte, après la signature de la convention, les préalables restent d'abord les documents administratifs entre le département qui est la tutelle du projet et le partenaire dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, en passant, que dans le cadre de cette modernisation, il existe désormais en République de Guinée l'Agence guinéenne pour la sécurité routière également. Donc, il va rentrer dans le jeu parce qu'il s'agit d'une sécurisation aujourd'hui de tout ce qui va être non seulement document officiel sécurisé de la République de Guinée, donc pour passer à la biométrie, mais aussi pour éviter les déperditions financières que l'État connaît dans ce cadre-là. Regardez aujourd'hui comment est-ce que nos documents sont décrédibilisés sur le plan national, mais à l'étranger également. Et ça fait même l'objet d'emprisonnement des fois lorsque vous êtes pris avec un document, sans que vous le sachiez, même des fois que vous obtenez un faux document. Donc aujourd'hui, dans cette politique de modernisation qui a été entreprise par le ministère des Transports, en l'occurrence par le gouvernement guinéen, cela s'inscrit vraiment dans une dynamique qui va rejoindre plus loin ce que nous sommes en train d'appeler l'irréversibilité aujourd'hui de l'intégration des économies de la solution. La Guinée veut appartenir à la course de demain. Donc la Guinée veut se doter des moyens, des instruments modernes
Ce permis qui va être allez-y, par la Kapsa. société. Alors, Monsieur Djoumessi, c'est une très bonne nouvelle, hein, la biométrisation des passeports et la sécurisation, ce qui permettra bien entendu de sécuriser ces permis de conduite, je veux dire. Alors, dites-nous, en tant que citoyen lambda qui écoute cette émission, à quand est-ce qu'on va commencer à recevoir ces permis biométriques? Parce que la convention a été signée depuis septembre quand même. Non, je vous dis encore une fois de plus, il y a un cahier de charges, il y a un plan d'exécution. Le plan d'exécution, il y a un comité de suivi au niveau qui va être mis, n'est-ce pas, en place, qui représentera la République de Guinée. Le ministère des Transports étant la tutelle, va donner des représentants pour ce comité de suivi. Le ministère des Finances va donner ses représentants. Le concessionnaire va donner ses représentants. Les marchés publics également feront partie de cette commission de suivi. C'est vous dire en réalité qu'il y a un plan d'exécution. Ce n'est pas un travail qui va être fait parce que d'abord les permis vont être de classe mondiale. Et c'est sûr, les permis ne seront pas du tout... Si vous disiez qu'il y a un plan d'exécution, bien entendu. Selon ce plan d'exécution, à quand est-ce qu'on peut, bien entendu, s'attendre à ce que ces permis biométriques... Voilà. Vous avez les documents administratifs qui vont être élaborés entre le ministère des Transports et le concessionnaire, c'est-à-dire les arrêtés qui doivent préalablement être élaborés, et pour dire que le démarrage est effectif à partir de cette date et que dans cette période... Monsieur Djoumessi, à quoi vont ressembler ces permis? Est-ce que ce sera comme des cartes de recharge tels qu'on le voit ailleurs? Je ne vous reçois pas très bien, mais si je comprends très bien. Vous voulez demander... À quoi vont ressembler ces permis? À quoi vont-ils ressembler? Ah non, ces permis-là, je vous dis encore une fois de plus que ces permis-là vont être des documents de classe mondiale. C'est-à-dire que désormais, tous les déficits cumulés qu'on est en train d'enregistrer au niveau aujourd'hui de la production et de l'émission de ces documents officiels au niveau du ministère des Transports sur le marché... Monsieur Djoumessi, la question elle est toute simple. Ce sera quoi la forme du permis? Est-ce que ce sera comme une carte de recharge? Ce sera comment la forme? C'est ce qu'on veut savoir. Non, mais c'est des permis biométriques. Donc ça veut dire en réalité que ces permis biométriques-là... Monsieur Moussa Djoumessi, en tout cas, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. L'émission continue. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. On en vient à cet autre sujet qu'on évoquait donc à l'entame de cette émission ce 25 février. Les victimes de Kapurora, équipe de Dimes, ont entamé la commémoration de l'an de la démolition de leurs habitations. Aujourd'hui, le domaine fait l'objet d'occupation alors que les victimes attendent toujours justice. À la Cour de justice de la CEDEAO, la procédure est freinée depuis l'apparition du Covid-19. Le drame de Kapurora a affecté, il faut le rappeler, 1203 familles qui ont perdu 1769 bâtiments. En plus, 12 mosquées et 2 églises ont été détruites, sans oublier les 13 établissements scolaires qui ont été touchés. Nous allons essayer dans un instant de joindre Elhaj Bachir Bari, il est le porte-parole du collectif donc, de ces victimes. Giba Milibono, vous avez suivi cette actualité, il faut le rappeler, il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que ça a touché beaucoup de familles et finalement les citoyens se disaient après notre départ qu'est-ce que le gouvernement allait mettre en place comme projet de développement. Finalement on voit que ce sont souvent des sociétés privées, des entités qui viennent occuper cette zone. Maintenant, certes, il y a le dossier qui est devant les instances supranationales, mais aujourd'hui moi je me suis toujours posé la question de savoir les citoyens qui sont venus avant que cela ne tombe dans les girons de l'État, est-ce que ceux-là ont été indemnisés aujourd'hui? Parce que c'est là la grosse question. Je pense que l'État est dans son rôle peut-être de demander à des citoyens de céder leur espace public, mais une fois encore après, il faudrait quand même qu'il y ait des compensations où on essaie quand même de relocaliser les gens. Ça n'a pas été fait. Donc je pense que ceux qui sont installés, je pense autour de 1988, disaient qu'on n'était pas concernés par le décret.
Maintenant, ceux qui sont venus après nous, normalement, ceux-ci savaient pertinemment que la zone était tombée dans les girons de l'État. Bien. Maintenant, il faut que ces citoyens-là, aujourd'hui, je pense que soient dédommagés par l'État guinéen, parce que l'État, quand même, il y a un contrat social entre lui et ses citoyens. Normalement, vous êtes là, c'est pour protéger vos citoyens. Vous ne devez pas être à l'origine des déboires de ces mêmes citoyens. On va essayer d'en savoir davantage, Daouda Mohamed Kamara, avec Elhaj Bachir, c'est ça, Elhaj Bachir Bari, qui est en direct. Les grandes gueules. Elhaj Bachir, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous êtes l'une des victimes, le porte-parole de ces victimes de Kaporo, Dumers et autres. Concrètement, où vous en êtes avec votre procès devant la cour de la CEDEAO? Oui, effectivement, je suis parmi les victimes de cette catastrophe humanitaire. Nous sommes effectivement au niveau de la cour de la CEDEAO. Le problème du coronavirus a fait que le procès n'a pas eu lieu au moment où il était prévu, mais nous sommes là-dessus. Nous sommes sûrs que la justice sera rendue tôt ou tard. D'accord, on comprend que le procès de ce côté est en cours, mais dites-nous, c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui, 2 ans après le bilan finalement? Diba posait la question de savoir si tout le monde avait été indemnisé. Est-ce qu'il y a des gens encore dans le groupe qui jusque-là attendent d'être dédommagés par l'État? Je ne vous entends pas bien là, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, vous nous écoutez, M. Bari? Vous nous entendez? Voilà, je vous entends là. Antoine posait la question de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont été indemnisés depuis cette casse, depuis ce déguerpissement? Non, pas du tout. Indemnisés sur quelle base? Le déguerpissement a été sauvage, il n'y a pas eu de recensement et rien du tout. On n'a jamais parlé de choses, d'indemnisation. À l'époque, on avait entendu le ministre demander à ce que les citoyens qui sont légalement installés dans ces domaines amènent les documents qui attestent qui sont propriétaires du domaine et qui seraient indemnisés à l'époque. Je ne vous entends pas bien là. Alors, le ministre Ibrahima Kourma avait demandé aux citoyens détenteurs de documents légaux de les déposer pour qu'ils se fassent pour que l'État puisse les indemniser. Est-ce que cela a été fait? Ça n'a jamais été demandé. Il n'a jamais demandé ça. Si, nous, on a écouté le ministre dire aux gens qui détenaient des documents légaux de les déposer. Est-ce que vous avez essayé, par exemple, à travers les documents dont vous disposez, en tout cas certaines victimes, d'aller vers ces autorités-là pour essayer d'être indemnisées? Mais vous l'avez écouté, le ministre dit ça. Il y a eu un collectif qui s'est constitué après la casse. Un collectif de victimes. Ce collectif n'a jamais été touché, n'a jamais appris que le ministre a demandé quoi que ce soit. Et sur quelle base le ministre allait ils sont venus. Monsieur Bachir, dites-nous, un collectif a été mis en place. Est-ce que ce collectif-là a mené des démarches auprès de l'autorité justement pour pouvoir mieux comprendre, est-ce qu'il n'y aurait pas des actions pour pouvoir indemniser ceux qui sont dans le droit? Vous nous entendez? Non, mais lui, je ne sais pas son micro, si c'est son micro, mais moi Alors, il essayait de comprendre. Si, par exemple, vous estimez que le ministre ne l'a pas dit, est-ce que vous avez essayé d'aller vers ces autorités, notamment le ministère de la Ville, pour essayer de savoir s'il pouvait y avoir un dédommagement? Bon, ce qu'on a essayé de faire et ce que nous suivons, c'est que nous avons été victimes. On a porté plainte pour que nous soyons rétablis dans nos droits. On l'a fait au niveau de la Cour de la justice de la CEDEAO et c'est ça que nous avons fait. C'est pas
l'État qui a dit, le ministre qui a dit qu'il va démolir sans état d'âme, en reprenant l'expression que le président lui-même a dit. Alors, quels sont vos espoirs aujourd'hui? Parce que si depuis 2 ans, il n'y a eu aucune démarche par rapport à une éventuelle indemnisation, est-ce que vous espérez aujourd'hui un jour obtenir gain de cause? Oui, nous poursuivons. La procédure est engagée, elle se poursuit. C'est au niveau de la justice de la CEDEAO. Évidemment, ça prendra le temps que ça prendra, mais nous ne désespérons pas parce que l'État attend 100%. Bien. Allez-y, Djiba. J'ai une question pour vous personnellement. Vous vous êtes installé à Kapouraï en quelle année? Et si c'était avant 1988 ou après? Moi, j'ai acheté ma première parcelle en 1978. J'étais encore jeune fonctionnaire. Oui. En 1978. Normalement, vous, par exemple, puisque... La partie que moi j'avais, là où j'avais acheté, c'était le secteur 6 de Kaporo. C'est plus tard que le quartier Kapouraï a été créé comme structure de l'État, comme une collectivité décentralisée de l'État. On ne peut pas parler de réserve, parler de zone au niveau où il y a déjà un quartier où c'est une population, c'est des terres occupées. Alors, peut-être dernière question. En 87, lorsque l'État est venu, ils ont pris le décret pour délimiter les zones qui, normalement, finalement, devaient appartenir à l'État. Et ils n'ont pas fait de recensement, vous, par exemple, parce qu'ils vous ont trouvé sur le site. Normalement, ils auraient dû faire un recensement pour savoir quels sont ceux-là qui doivent être dédommagés. Est-ce qu'ils l'ont fait à l'époque avec vous? Pardon? Quand l'État est venu procéder à ce recensement, quand le décret a été pris en 87, est-ce que vous qui étiez sur place, est-ce qu'il y a eu un recensement, notamment quand l'État a voulu récupérer ces domaines? Non, récupérer quoi? C'est-à-dire que c'est en 89 qu'on a parlé de réserve foncière en Guinée. Ça n'existait pas, le terme n'était pas à utiliser. En 1989, il y a eu un décret, un premier décret qui a parlé de réserve, et il y a eu un second décret qui a effectivement défini ce qu'ils ont appelé réserve. Mais au moment où on parlait de ces réserves, le plateau de Kaporola, le plateau de Colomar, qui fait partie de ce qu'ils ont appelé à l'époque au centre directionnel, ce plateau était déjà habité. Donc, c'est des quartiers qui se sont retrouvés dans ce qu'ils ont appelé réserve. Ce n'est pas que les citoyens sont venus s'installer sur une partie où l'État était. Bien. Donc, le décret lui-même, il n'est pas légal. Bien, Elhadj Bachir Bari, président de la commission juridique du collectif, également son porte-parole. Merci d'avoir répondu aux questions des GG ce matin. Merci à vous. Bien. Aussi, bonne journée. Bonne journée, Mafoudi Abangoura. On a écouté Elhadj Bachir par rapport à ce sujet rapidement. Oui, c'est bien beau de les voir, en tout cas continuer à garder espoir. On les a vus, ils sont allés hors du pays pour au niveau de la CEDEAO justement pour porter le problème et ils sont sortis gagnants. Mais Djiba posait la question autour de qu'est-ce qu'ils envisageaient, ou bien je ne sais pas si c'est toi. Toujours est-il que ce sont des Guinéens qui à un moment donné, pour des besoins d'utilité publique, qui ont été déguerpis d'un endroit. Mais encore qu'il va falloir revoir dans quelles conditions et
est-ce qu'il fallait et est-ce que certains qui ont été enlevés de là, on devait les déloger? La question reste posée. Après, ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est si on veut ce silence quand même du côté de l'État, parce que c'est bien beau de les répondre. Il y a eu ce résultat du côté de la CEDEAO, une victoire pour ces déguerpis. Maintenant, quelle sera la suite? On ne sait pas grand-chose. Les conséquences ont été énormes pour beaucoup de familles. Ce sera difficile de pouvoir, si on veut, je sais pas, enlever le problème que beaucoup ont eu à vivre. Mais déjà, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter, justement parce qu'aujourd'hui, actuellement, on vit les déguerpissements par endroits. Ce qu'il faut éviter, c'est de pouvoir encore faire du mal à d'autres Guinéens qui auront à se battre durant des années pour leurs droits. Donc, poser des actes d'utilité publique, oui, mais s'assurer qu'aucun Guinéen ne puisse en pleurer et pour toute sa vie. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire essentiellement sur ce sujet. Je rappelle qu'on ne peut plus avoir Rudy Premier. Il était prévu qu'il soit dans ce studio et malheureusement, il n'est pas là et son téléphone ne passe pas. On va essayer d'en finir avec les tweets, de terminer avec les tweets qui viennent donc de nous parvenir. Tous ces relâchements ont pour origine la présidentielle à laquelle le pouvoir tenait plus qu'à la santé de la population. Les policiers sont plus préoccupés à racketter. Unissons-nous donc des mesures barrières. Munissons-nous des mesures barrières pour nous préserver et non par crainte des représailles policières. Sekou Cheikh Diakité nous écrit donc sur Twitter. Alors à la veille des campagnes électorales, ils nous ont fait croire que Corona ne pouvait pas tuer. Maintenant que les élections et ses enjeux sont désormais conjugués au passé, le premier président de la 4e République installé et puis comme par magie, la Covid réapparaît. Koulibaly, donc le démocrate, qui nous écrit également au hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules. Le respect des mesures sanitaires est vraiment négligé par tous. Cependant, la nouvelle variante prend son élan en grande pompe dans plusieurs pays. La loi doit être plus rigoureuse pour amener à éviter donc le pire. Nous partons avec Mohamed, le politologue. Bonjour les GG, bonjour la team, Madame Hiro, la Covid-19, l'État même devrait relâcher. Comment voulez-vous qu'on ne relâche pas les mesures? L'État devrait continuer donc à marteler dans la communication sans relâche que Dieu protège la Guinée. Atoulaye Moubantingel nous écrit également sur Twitter. Le gouvernement devrait revoir cette décision. Elle est inopportune et mal calculée. Les temps sont durs et les seules sources de revenus pour certains restent les spectacles. Les suspendre est une mauvaise décision. Bonjour les GG, Abou Kirouane Keita. Bonjour les grandes gueules. L'État doit lutter contre ce virus d'une autre manière. Cette sortie du professeur Alpha Condé par rapport à la riposte va encore faire souffrir les pauvres Guinéens, un pays où les citoyens tirent le diable par la queue. Avec ces restrictions, nous risquons la pire des misères. Il le dit donc ce tuto qui nous envoie ce tweet un dernier. Amadousso, Adolphe le Sankariste, bonjour. Pendant la campagne électorale, ils ont été les premiers à bannir les mesures barrières. Alors ce n'est pas le moment de nous tympaniser par rapport à ces mesures. Ils sont responsables de tout ce qui se passe encore en ce moment. Merci, c'est Adolphe le Sankariste qui nous écrivait donc sur Twitter. Voilà comment on arrive au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à Amadousso qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, à Vladimir Poutine, bien j'y arrive, Vladimir Poutine du côté de la régie, Cabinet Condé, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Mamoudou Condé, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à tous de nous avoir suivis à l'international et un peu partout en Guinée. C'était un plaisir de vous servir.